l'Assemblée nationale adopte le règlement intérieur de la 8e législature. La séance plénière de ce vendredi a également vu la validation de 24 députés suppléants. Ambiance et réaction à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, les forces de défense et de sécurité communient une fois de plus avec les populations civiles. Cela se passe à Ouagadougou à l'occasion d'une foire. Débuté cet après-midi et sur place, il vous est donné à voir des œuvres artistiques sur les FDS. Dans ce journal, nous serons à la Maison du Peuple où se tient cette foire. Le dossier de cette édition nous conduira dans le sud-ouest, précisément à Gawa, pour un constat sur les difficultés à gérer les cas d'incendie. La localité ne dispose pas de compagnie de sapeurs-pompiers ou d'autres structures pouvant apporter une réponse avec célérité à ce genre de situation. Dans quelques instants, vous entendrez le cri de cœur des citoyens à l'endroit des autorités. En actualité africaine, nous parlerons de la situation du Covid-19 sur le continent qui connaît une deuxième vague plus meurtrière de la pandémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité du Covid en Afrique dépasse désormais la moyenne mondiale. Des précisions à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction de l'Assemblée nationale qui a validé les mandats de 24 élus nationaux ce 22 janvier. Ils étaient jusque-là des suppléants et ils viennent en remplacement des députés démissionnaires ou appelés à d'autres fonctions. La plénière était également consacrée à l'adoption du règlement intérieur de la 8e législature. Moussa Ouedraogo et Issa Kanana. Monsieur Kellen Jean-Christien n'appelle l'autre et par acclamation, les 24 députés suppléants voient leur mandat validé à l'Assemblée nationale. Ils remplacent ainsi des élus nationaux démissionnaires ou appelés à d'autres fonctions. Des députés qui se sentent désormais investis d'une lourde mission. Nous sommes là pour le peuple et par le peuple. Donc nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire. Avec la validation de nos différents mandats, le taux des femmes a sensiblement évolué et je pense que nous devons être les représentantes valables de ces femmes-là. En tant que jeune député, il va falloir que je sois regardant sur les projets de loi ou des textes qui s'intéressent à la condition de la jeunesse. Cette session de l'Assemblée nationale a connu également un huis clos, cadre qui a permis la présentation des résultats de la relecture du règlement de la 8e législature. Un document de 178 articles devant régir le fonctionnement et l'organisation de l'hémicycle. Je puis vous dire en tout cas que dans cette proposition de résolution, il y a quand même des innovations. Aussi bien pour permettre aux députés de participer aux travaux dans les commissions qu'en plénière et également sur le plan de l'amélioration des conditions de leur travail. Nous avons aussi formulé des recommandations que nous allons soumettre au président de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée. Le document ainsi présenté et adopté par les élus nationaux sera transmis au Conseil constitutionnel pour validation. Et puis ce communiqué du gouvernement avant de poursuivre à la suite de la découverte du corps sans vie de l'abbé Rodrigue Sano, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Soubaganédougou. Le gouvernement exprime sa vive émotion et présente ses condoléances les plus attristées à la famille épiscopale et à la famille Sano. Le gouvernement rappelle que les services compétents de la police et du parquet ont été saisis et assure en ce moment les constatations d'usage pour déterminer les circonstances de ce drame. Et c'était un communiqué signé du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Ousseini Tamboura. Dans la suite de ce journal, les acteurs économiques des hauts-bassins prennent connaissance des modifications et des innovations fiscales contenues dans la loi de finances à gestion 2021. Cela s'est passé à travers une séance de sensibilisation et d'information le 19 janvier dernier à Bobo-Dioulasso. Et c'est une séance organisée par la Maison de l'entreprise et ses partenaires, Hassan Gourabou et Karim Sissi. La loi de finances gestion 2021 sur la table des échanges ici à Bobo-Dioulasso. Et c'est à la faveur d'une causerie économique initiée par la Maison de l'entreprise en collaboration avec ses partenaires qui sont la Direction générale des impôts et l'Association professionnelle des experts et conseils fiscaux.
Au cours de ces échanges, il sera question pour les organisateurs de présenter aux acteurs économiques des hauts bassins les innovations et modifications fiscales que renferme cette loi. Nous avons des modifications qui tendent dans l'élargissement de l'assiette. Vous avez dû entendre parler de la TAF, la taxe des activités financières. Ça tend dans cet objectif. Nous avons donc des modifications qui tendent à sécuriser les recettes, de faire de telle sorte que quand vous déclarez, que vous puissiez payer. La fiscalité est l'une des préoccupations majeures dans le monde des affaires. Et pourtant, elle n'est pas suffisamment maîtrisée par les acteurs économiques, en témoignent les multiples redressements fiscaux auxquels certains d'entre eux sont des fois soumis. Il est notre devoir de nous assurer que tout ce qui est modification dans la loi des finances puisse déjà parvenir à qui de droit, le privé. Et aussi, il faut savoir, il faut dire que nous essayons d'apprécier, d'appréhender en fait l'effet de ces modifications sur la vie du privé. Cette causerie économique va certainement contribuer à améliorer les niveaux de connaissance de la politique fiscale des différents participants, ce qui leur permettra d'exercer leurs affaires avec beaucoup plus de sérénité. Ici à Ouagadougou, la structure dénommée Burkina Gold Trading International a officiellement lancé ses activités ce jeudi. Le BGTI est un comptoir de commercialisation de l'or provenant des mines artisanales et semi-mécanisées. Il mènera ses activités dans ses nouveaux locaux situés au quartier Koulouba. Présentation avec Rasmani Zoundi et Moumouni Soubega. Le BGTI, le Burkina Gold Trading International, lance ses activités dans ses nouveaux bureaux situés à Koulouba, à Ouagadougou. Le BGTI est un comptoir d'achat d'or issu des exploitations artisanales et semi-mécanisées avec un réseau d'une 60aine de collecteurs d'or brut. L'entreprise compte exporter environ 1500 kg d'or brut en 2021, ce qui représente en termes de royalties pour l'État environ 300 millions de francs CFA pour un investissement en capital de plus de 45 milliards de francs. Les chiffres prévisionnels sont de 5 000 kg d'or brut exportés par année d'ici les 5 prochaines années, pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 150 milliards de francs CFA. Le Burkina Gold Trading International a débuté ses activités de vente et d'achat d'or en 2020. La société a déjà à son actif l'achat d'une 60aine de kilogrammes d'or d'une valeur de 1,8 milliard de francs CFA. Au niveau de l'analyse d'or, nous nous sommes associés à une société américaine, Osprey Metal, avec des équipements à la fine pointe de la technologie, avec une triple certification du poids et de la pureté de l'or avant la certification finale au BUMIJEB. Nous désirons rassurer l'opinion générale burkinabé que nous avons mis tous les moyens techniques et financiers nécessaires pour faire rayonner le Burkina Faso à travers le monde dans le domaine de la commercialisation de l'or. Et juste après le lancement des activités, les invités ont eu droit à une visite guidée des nouveaux locaux du BGTI, des locaux constitués de bureaux de personnel et d'un laboratoire de fonte et d'analyse d'or doté d'un équipement performant et d'une technologie de pointe selon les responsables de la société. Les structures de soutien au projet de résilience et de compétitivité agricole reçoivent du matériel roulant. Il s'agit d'une quarantaine de véhicules et d'une 50aine de motos pour faciliter la mobilité des acteurs sur le terrain. Rappelons que c'est un projet dans le secteur agricole dont la mise en œuvre est soutenue par la Banque mondiale. Nous suivons la remise du matériel dans ce compte-rendu de Issaka Fando et Maxime Zongo. 5 Prado, 30 pick-up, 10 berlines et 50 motos, voilà le matériel mis à la disposition des bénéficiaires. Du matériel roulant destiné à faciliter la mobilité sur le terrain, des structures de soutien au projet résilience et compétitivité agricole. Objectif, permettre d'avoir une agriculture durable, compétitive, générant ainsi de la croissance économique. C'est un grand programme qui doit travailler dans le cadre des aménagements agricoles par la maîtrise totale de l'eau. Il faut dire que c'est plus de 5000 hectares de terres qui seront aménagés par la maîtrise totale de l'eau et également beaucoup d'infrastructures qui seront réalisées, de stockage et de conserverie. De même que la réalisation de 344 pistes rurales. Donc ça rentre dans la vision globale du chef de l'État pour une maîtrise totale de l'eau, pour le renforcement des agropoles
afin que nous transformions structurellement notre agriculture pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au total, ce sont 9 directions centrales des ministères en charge de l'agriculture, de l'économie et des finances, des infrastructures et 4 directions régionales de l'agriculture, la Boucle du Moun, les Hauts-Bassins, le Nord et les Cascades qui sont les bénéficiaires. Le projet Résilience et compétitivité agricole qui est financé par la Banque mondiale, le gouvernement et les bénéficiaires a un coût de 122 milliards 406 millions de francs CFA. Outre les 4 régions, ces principales zones d'intervention, toutes les autres régions du pays sont également bénéficiaires de micro-projets et de sous-projets agricoles. Deuxième titre de l'actualité ce soir. Si vous voulez découvrir des œuvres artistiques, notamment sur les forces de défense et de sécurité, faites un tour à la Maison du Peuple de Ouagadougou. C'est là que se tient du 22 au 24 janvier 2021 la foire des FDS avec pour thème la culture comme moyen de lutte contre toute forme d'extrémisme violent et le terrorisme. C'est également une occasion de rapprochement entre FDS et population civile. L'ouverture de la foire dans ce compte rendu de Siela Sinawatara et Sébastien Zongo. Des œuvres de l'esprit qui décrivent les réalités du terrain, expliquent les sacrifices et expriment la gloire et les honneurs dus à ces hommes et femmes de toutes les casquettes des forces de défense et de sécurité. Ce sont des créations d'éléments de ces forces et de personnes civiles pour favoriser le renforcement de l'unité entre FDS et la cohésion entre FDS et civils. Il faut que la population civile sache que d'abord nous sommes des frères et nous devons créer ce cadre d'expression pour que tout le monde, ceux qui ont peur des FDS, puissent venir vraiment s'amuser un peu avec les FDS, travailler avec les FDS. Donc ça peut vraiment faciliter la cohésion sociale. Cette première édition de la foire FDS est placée sous le thème culture comme moyen de lutte contre toute forme d'extrémisme violent et le terrorisme. L'idée est de s'appuyer sur la culture comme arme pour vaincre le terrorisme et l'extrémisme violent au Burkina Faso. Quand on parle de culture, c'est la rencontre de l'autre, c'est l'acceptation de la différence, c'est la tolérance, c'est l'amour. Et lorsqu'on prend ces valeurs de référence, normalement le terrorisme n'a pas sa place. Et je crois que c'est une initiative à perpétuer. C'est la première arme, la culture. Si vraiment on n'était pas fort dans nos têtes pour la culture, les Burkinais étaient partis parce qu'ils ont essayé sur tous les plans. La religion, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. La culture, l'histoire des ethnies, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu nous diviser. Parce que c'est plus fort que tout. Foire FDS, c'est aussi des prestations d'artistes chanteurs, slameurs et humoristes, mais aussi de la gastronomie. Elle est ouverte au public du 22 au 24 janvier à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Les couleurs s'annoncent, ou si vous voulez, elles se précisent pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La fête du 8 mars au Burkina Faso, c'est aussi le paille dont beaucoup de femmes ne peuvent s'en passer. Le paille imprimé du 8 mars 2021 a été présenté ce vendredi par le ministère en charge de la femme. Nous voyons cela avec Césaire Carfo et Oumou Sissi. Un motif unique, le logo du ministère en charge de la femme, 3 couleurs, voici ainsi présenté le pain imprimé 8 mars 2021. Un pain dévoilé ici à cette conférence de presse. Le jaune, la couleur verte, et puis ça c'est vert, oui, déjà Le motif et le logo du pain imprimé 2021 ont fait l'objet d'enregistrements auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en vue d'éviter la contrefaçon. Et en ce qui concerne le prix des pains imprimés, le ministère et la société Ganitex ex-Savatex ont fixé le prix d'en gros. Et le prix d'en gros d'une balle, c'est 500 000. Et le prix des 3 pains à un seul niveau, c'est 5 000 francs. Mais il va de soi que lorsque ce pain va au niveau des détaillants, il y a une marge bénéficiaire qui sera ajoutée. Mais appel est lancé ici aux commerçants de ne pas faire de la surenchère. En plus du logo du ministère en charge de la femme, le pain imprimé de cette année comporte également le thème de la célébration.
Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. L'autre titre de cette édition nous conduit à Gawa, dans le sud-ouest. Des incendies dans des domiciles ou dans des services sont récurrents dans cette ville, alors que les moyens pour y faire face font défaut. Pas de compagnie de sapeurs-pompiers ni de structures privées de secours dans toute la région. Face à ce constat, certains citoyens lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités régionales. Le dossier est signé Romuald Patrice Toé et Elvisa Tuina. Le dimanche 17 janvier 2021 a été l'une des pires journées de Madame Yeri Iena, veuve domiciliée au secteur numéro 3 de Gawa. Un incendie a dévoré tout ce qu'elle avait, comme bien dans sa modeste maison. Habits, documents, argent, tout est parti dans les flammes. Donc c'est dimanche 16h, moi j'étais dehors, j'étais vendue. Quand j'ai fini de laver marmite avant de ramasser, il y a une petite qui était dans la cour, il m'a appelé que de venir voir, qu'il a fait qu'elle rentrait chez moi. Je lui ai demandé c'est qui. Il dit c'est parce qu'il a vu mon fils entrer courir sortir. Toutes les affaires qui sont dedans là, c'est brûlé. Même l'argent, on est déposé là, l'argent est... Monsieur Sissé aussi se rappelle avec désolation l'incendie de son atelier de tapisserie il y a quelques années. Les flammes dans leur fureur étaient parties avec tout. Et on se dit qu'ici avec les sapeurs-pompiers au moins, nous si on n'avait pas à avoir tout le matériel. Nous allons partir à l'aide pour nous sauver. Maintenant, vu que tout est battu, il n'y a pas eu de soutien, rien, on perd tout. De telles situations dramatiques, on en rencontre très souvent dans la cité de Bafouji. Dans toute la région du sud-ouest, il n'existe aucune compagnie de sapeurs-pompiers ni de structures privées de secours pour juguler de telles urgences. Et si le pire arrivait, le grand marché de Gawa est en insécurité, il n'y a pas de sécurité. Vous imaginez, il n'y a pas d'insecteurs, il n'y a pas de bac à sable, il n'y a rien comme citerne, il n'y a pas de retenue d'eau, à part la fontaine d'eau qui est là-bas. Et parfois, il y a des coupures qui sont là, en cas de problème. Et vu qu'il n'y a même pas de compagnie de sécurité, est-ce qu'ils vont s'en sortir? La gare, les différentes gares de Gawa ne sont pas en sécurité, matière sécurité et incendie. Les populations n'arrivent donc pas à comprendre cet état de fait. Si les sapeurs-pompiers doivent quitter Bobo ou Boromo pour arriver à Gawa, la distance là c'est trop. On a vu la compagnie de Dédougou, la compagnie de Koudougou qui a été financée par la LONAVE, des trucs. Au lieu de prendre des infrastructures comme les logements que les gens ont demandé, il fallait demander la brigade des sapeurs-pompiers. Pour M. Poda, il urge que les premières autorités de la région du sud-ouest se penchent sur la question. D'ailleurs, avec d'autres partenaires techniques, il compte mettre en place une structure privée de secours à Gawa. Réellement que la population se dise que ça a elle d'avoir de contribuer. Parce qu'il y a une chose qui ne se dit pas, il faut que les commerçants se mobilisent, il faut que les acteurs de la région du sud-ouest se mobilisent pour qu'on puisse nous envoyer une brigade. Et en tant que privé, moi je suis en train de vouloir faire ce qu'on appelle OGEP Secours. Nous avons dans le projet 2 ambulances, voilà, et puis une mini-citerne de pas moins de 5000 litres. On puisse avoir au moins quelque chose en attendant que la brigade nationale des sapeurs-pompiers puisse intervenir. En attendant la mise en place de cette structure privée et l'arrivée des sapeurs-pompiers dans la région du sud-ouest, la prudence est recommandée aux populations. Deuxième session de suivi des activités pour le projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les régions du centre-sud, du centre-nord et du nord. La dite session s'est tenue ce 22 janvier à Ouagadougou. Le bilan est jugé satisfaisant à mi-parcours, mais il faut encore travailler pour consolider les acquis. Ce projet financé par la coopération suédoise est mis en œuvre par les ONG Eau-Vive et WaterAid. Alidou Batini et Sekou Zongo. Deuxième exercice du comité de suivi du projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les régions du centre-sud, du centre-nord et du nord. Après plus de 2 ans et demi de mise en œuvre, les acteurs du projet marquent ici un arrêt pour échanger sur les activités menées, les résultats engrangés et les défis qui restent à relever. Et le moins qu'on puisse dire, c'est un bilan à mi-parcours au-dessus de la moyenne qui est présenté. À mi-parcours, le projet a bien avancé.
les résultats ont été engrangés aussi bien du point de vue de la mobilisation sociale des communautés par rapport à l'importance de l'hygiène et de l'assainissement, et des ouvrages ont été réalisés, les communautés ont été, à travers les différents acteurs qui sont les maçons, les boutiquiers et bien sûr les associations ont été sensibilisées et organisées pour vraiment un élan de promotion de l'hygiène dans leur communauté. Au vu des résultats qui nous ont été donnés par le directeur pays de WaterAid, je peux déjà dire que je me réjouis parce que les performances, ça veut dire qu'ils ont déjà doublé celles du programme national d'assainissement de 2019 qui était de 1%, et les résultats qui nous ont été donnés, c'est que dans les régions de mise en œuvre, le taux est passé à 2%. Des infrastructures dans le sens de l'objectif zéro défécation à l'air libre ont été réalisées, et pour pérenniser les acquis, ces acteurs retiennent la sensibilisation des populations comme moyen. Le projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les régions du centre-sud, du centre-nord et du nord est exécuté par un consortium d'ONG et financé par la coopération suédoise. Découvrons cet autre projet dont le lancement est intervenu le 20 janvier dernier à Léguema dans les Hauts-Bassins. Il s'agit du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement des populations des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso. C'est un projet qui va durer 2 ans et sa mise en œuvre va coûter plus de 337 millions de francs CFA. On en sait plus avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Ismaël Sationnet, Paris. Cette pompe servait autrefois de source d'approvisionnement en eau potable pour les habitants de Léguema. Dans quelques mois, elle sera équipée d'un système de pompage solaire et automatique. À l'image de Léguema, 26 autres villages des 36 rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso bénéficieront du même avantage. Le projet assainissement, c'est un projet de développement de marché de l'assainissement de base. Ça veut dire qu'on voudrait que les communes ici soient en mesure de pouvoir financer leur propre latrine à la maison, mais tout ça à faible coût. Il y a un gros projet, un gros volet eau potable. Donc là, ça consiste à aller réhabiliter, transformer les pompes manuelles en pompage solaire. Donc l'objectif premier, c'est quoi? Soulager les populations évidemment du pompage manuel qui est très fatigant. Dénommé projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, il est le fruit d'une coopération entre la commune de Bobo-Dioulasso et la Société du Canal de Provence en France. Nous avons approché des partenaires, la SCP, qui a accepté avec d'autres partenaires qu'on puisse réfléchir ensemble et voir qu'il y a des expériences qui sont menées dans d'autres pays, en sorte qu'on puisse avoir de l'eau potable à moins coût. Le coût de financement du projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable et assainissement est de plus de 337 millions de francs CFA. Il couvre les 27 des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso et va durer 2 ans. Retour à Ouagadougou où le premier responsable de la commune a visité quelques chantiers entrepris donc par la commune. Il s'agit de 10 chantiers qui sont soit achevés, soit en cours de réalisation. Au terme de la visite, le maire de Ouagadougou affiche une satisfaction quant au niveau d'avancement des différents travaux. Le point avec Adama Guiti et Vincent Tchendrebego. Une journée entière pour Armand Pierre Bewende pour faire la ronde de tout Ouagadougou. Accompagné de techniciens, le maire passe en revue tous les chantiers de la commune. Une visite pour constater l'état d'avancement des travaux, comme ici à la Direction générale des services techniques municipaux, ou là à la gare routière Ouaga-Ouest en plein chantier. Au passage, le bourgmestre interpelle certains commerçants qui occupent anarchiquement les voies. Et la tournée continue. Des établissements scolaires, des voiries, des bâtiments dont les travaux de construction sont déjà achevés ou sont en cours de l'être. Toute une dizaine de chantiers ont reçu la visite du maire. Ces chantiers ont été des chantiers que nous avons trouvés il y a 4 ans en venant à la mairie qui étaient en souffrance. Donc il y a beaucoup de chantiers que nous avons terminés et mieux on a même étendu notamment les chantiers des lycées. Et vous avez vu le lycée de Rimvougré qui était en R+1 qui était inachevé. Aujourd'hui le chantier est en R+2.
Vous avez également le chantier de Nagrin à l'arrondissement 7, qui est un lycée également qui a été terminé, qui était un chantier qui était en R+1, mais qui a été étendu à R+3. Il y a également au niveau de l'arrondissement 4, où nous avons pu constater la réalisation de l'état civil, du bâtiment qui va abriter l'état civil, avec une grande salle de fête qui va servir pour les différents mariages. Là, la satisfaction est vraiment totale, vu la qualité des travaux qui ont été faits. Tous ces chantiers, à coût de milliards de francs CFA, sont financés par des partenaires financiers, notamment l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement, mais aussi sur fonds propres de la commune de Ouagadougou. Dans l'actualité également, après l'université Joseph Kizerbo, c'est au tour de l'université Naziboni de sortir sa première promotion de chirurgiens orthopédistes à traumatologues. Ils sont 8 à recevoir leur parchemin après 5 années de spécialisation. La cérémonie de sortie de promotion est intervenue ce vendredi sur place à Bobo Dioulasso. Le reportage de Kassoumi Logo et Ali Traori. Voici la toute première promotion des chirurgiens orthopédistes traumatologues entièrement formés à l'université Naziboni. Après leur doctorat, ces nouveaux médecins ont effectué 5 ans d'études afin d'obtenir cette spécialisation. Et aujourd'hui, avec leur parchemin de fin de formation en poche, ces 8 lauréats, dont 7 Burkinabés et un Camerounais, se disent conscients de l'ampleur de la tâche. Nous sommes prêts pour la mission et nous voulons toujours compter sur votre soutien, vos conseils, votre engagement pour notre réussite. Cette réussite dans cette nouvelle vie dépendra également de l'accompagnement des encadreurs. Nous sommes aujourd'hui fiers de constater au Burkina Faso et à l'université de Naziboni, on a même formé entièrement les spécialistes en soins de la santé. Nous pouvons que dire merci à cette université, parce que nous savons que les défis en matière de santé sont très profonds et très élevés. Et quand on met des compétences à la disposition de nos hôpitaux, nous ne pouvons être que très fiers de ce que nous voyons. Et nous profitons pour saluer la présence du professeur Seydna, qui est venu du Sénégal, qui est le maître du maître qui est ici à côté de moi, mais qui est venu aussi pour donner la caution scientifique à la sortie de ces spécialistes que nous avons formés à Naziboni. Professeur Seydna Leïsei, c'est le nom de baptême de cette promotion pour rendre un hommage mérité à cet homme qui a fait ses preuves dans le domaine de la chirurgie orthopédique en traumatologie. L'allaitement maternel exclusif, une pratique qui ne cesse d'être encouragée au regard de ses nombreux avantages pour les nourrissons. Mais il y a encore des réticences quant à la pratique effective de ce type d'allaitement, d'où la nécessité de renforcer la sensibilisation. Le sujet d'actualité dans les Cascades, où est lancée une campagne régionale dénommée « Plus fort avec le lait maternel uniquement ». Kassoumi Logo, Sirikou Logo, Ismaël Saturné, Paris. 800 000, c'est le nombre de décès infantiles que l'on pourrait éviter dans le monde par an en adoptant exclusivement l'allaitement maternel, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, seulement 40% des nourrissons de nos jours bénéficient de cette pratique. Ce matin, les acteurs régionaux, les OBC, les OBCE se sont engagés à nous accompagner, à mettre en œuvre ce plan d'action que nous avons élaboré dans le cadre de cette campagne Plus fort avec le lait maternel. Sauver des vies par la prévention des maladies, tout en assurant une croissance et un développement sur les jeunes et nourrissons, grâce à l'amélioration des pratiques d'allaitement. C'est tout l'enjeu de la campagne régionale dénommée Plus fort avec le lait maternel uniquement. Une campagne qui milite pour la promotion des pratiques optimales d'allaitement. Cette campagne vise à fédérer nos efforts et surtout impliquer les acteurs pour vraiment la promotion de l'allaitement maternel dans la région des Cascades. Nous sommes, comme je l'ai dit, à un taux de 36,3% en 2019 et nous envisageons avoir 85% en 2025. Je dirais aux jeunes que si vous acceptez prendre une grossesse, accepter que l'enfant puisse être allaité selon ce que nous proposons. Et pour atteindre les résultats escomptés, le gouverneur des Cascades installe officiellement la championne nutrition de la région.
Cette campagne bénéficie du soutien de l'UNICEF et de Elive and Drive. Un rapport d'analyse sur l'accès des enfants vulnérables à l'éducation et à la formation professionnelle dans la région de l'Essa. Ce rapport devrait aider à revoir ou à entreprendre d'autres politiques pour garantir un avenir d'espoir pour les enfants de cette région touchés par l'insécurité. Le rapport produit par l'ONG Children Believe a été présenté ce matin à Ouagadougou. Rocher Kam et Solange Djigma. Par ce rapport d'analyse situationnelle de l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des enfants vulnérables dans la région de l'Est, Children Believe entend ajuster ses interventions en matière d'éducation formelle et non formelle dans le nouveau contexte d'insécurité où de nombreuses écoles sont fermées. En 32 ans de présence au Burkina, Children Believe a permis le parrainage de plus de 20 000 enfants. L'objectif de cette étude d'abord est de pouvoir faire une cartographie de ce qui existe au niveau de la région de l'Est en termes d'opportunités de formation, de pouvoir également mieux appréhender les difficultés rencontrées pour que la formation et l'éducation puissent réussir et puissent avancer pour les enfants. Et nous savons effectivement qu'avec la situation sécuritaire, les besoins en éducation et en formation professionnelle se sont accrus. Il s'agit pour ces parties prenantes d'amender et de valider le rapport en vue de créer un monde meilleur pour tous. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'éducation qui sera célébrée le 24 janvier prochain sous le thème « Le droit à l'éducation en situation d'urgence ». Dans l'actualité à l'international, la pandémie du Covid-19 en Afrique inquiète à l'Organisation mondiale de la santé. Le continent fait face à une deuxième vague de la maladie, caractérisée par une hausse du taux de mortalité. Face à ce constat, l'OMS annonce l'envoi de vaccins à destination du continent africain. Si le continent a été relativement épargné par la première vague de la pandémie à coronavirus, ce n'est pas le cas pour la seconde vague qui touche plusieurs pays. Le Centre africain de contrôle chargé de suivre l'évolution du virus a dressé un bilan plutôt négatif de la situation actuelle. Une augmentation des cas liée sans doute à la période de fête, explique Machidi Somoti, la responsable Afrique de l'OMS. L'Afrique fait face à une seconde vague de la pandémie de Covid-19 avec plus de 3,3 millions de cas et 81 000 vies tristement perdues. Le premier pic observé en juillet a été largement dépassé par celui de décembre et les cas continuent de s'accélérer à une vitesse extrême. Je pense qu'il s'agit de la combinaison de deux facteurs. Certainement la lassitude des mesures et la période festive avec les voyages et les rencontres. Selon le directeur du CDC, John Nkengasong, le taux de mortalité en Afrique est de 2,5%, au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 2,2%. 30 millions de doses sont attendues et je le dis avec quelques réserves, ces vaccins vont commencer à arriver en mars. Ils seront destinés prioritairement aux médecins, aux groupes prioritaires et seront distribués pour couvrir toutes les personnes vulnérables. Toujours dans l'attente des vaccins de l'institution COVAX qui doit fournir 600 millions de doses d'ici la fin de cette année, l'Union africaine a entamé des pourparlers avec la Russie et la Chine pour obtenir plus de doses. Voilà, en sport et en bref, nous parlons du CHAN. Les Lions de l'Atlas avaient la possibilité de valider leur ticket qualificatif lors de cette deuxième journée du groupe C. Mais le Maroc a échoué devant le Rwanda sur un score nul et blanc. Le Maroc conserve malgré tout la tête du groupe C avec 4 points plus 1. En deuxième opposition dans cet avant-dernier groupe, les éperviers du Togo se sont relancés dans la compétition en battant l'Ouganda sur un score de 2 buts à 1. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTB.